Bonjour. C'est à mon tour de vous dire bonjour. Mon nom est Suzy Saint-Cerny. Je suis chercheure à la chaire en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. C'est donc moi qui vais agir à titre d'animatrice dans ce prochain panel, donc celui sur les finances publiques et les changements climatiques. Le premier panel ce matin a traité de fiscalité, de politique fiscale. Celui de cet après-midi va traiter plus au sens large de politique publique, de cohérence des politiques. On prend une pause là, pour parler de finances publiques. Cher en fiscalité et finances publiques, je pense que c'est un incontournable pour nous, bien sûr. C'est aussi un incontournable parce que les changements climatiques ont assurément des effets sur les finances publiques. Il y a des effets qui sont aux revenus par la transmission des effets sur le PIB et donc sur les revenus, des effets sur les revenus grâce à l'écofiscalité. Ça a aussi des effets, bien sûr, du côté des dépenses, si on pense à transition, réparation, changement. Tous ces effets doivent donc être pris en considération d'une façon ou d'une autre. Il y a bien sûr aussi une dimension relative aux infrastructures publiques. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on veut un peu couvrir. Où est-ce qu'en est la compréhension au Canada de ces effets-là? Comment on peut les chiffrer? Est-ce qu'on doit mieux en tenir compte dans les budgets de l'État? Comment ça doit donc s'intégrer à ça? Pour parler de ça, on a invité, ils ont accepté, deux personnes qui, tous deux, sont dans des organismes, donc le directeur parlementaire du budget et le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario. Ce sont donc deux organismes indépendants dont leur mandat est notamment de fournir aux parlementaires des analyses économiques, financières, dans le but d'améliorer la qualité des débats parlementaires et de promouvoir la transparence et la responsabilité budgétaire. De par ce rôle-là, ils ont donc produit des études qui visent à chiffrer certains des effets des changements climatiques. Donc, qui mieux qu'eux pour venir nous en parler aujourd'hui? Je vous les présente brièvement. Donc, le premier, Yves Giroux, qui va passer en premier, qui est le directeur parlementaire du budget à Ottawa depuis 2018. Monsieur Giroux a une formation en économie, c'est bien ça, de l'Université de Montréal. Il a développé une expertise importante en fiscalité, en finances publiques, en politique sociale, à travers les différents postes qu'il a occupés à différents échelons, dans différents ministères et organismes publics, Agence du revenu, Bureau du conseil privé, ministère des Finances. M. Cromé, Édouard Cromé, lui aussi est, dans son cas, titulaire d'une maîtrise en études environnementales, mais il a aussi un bac en économie et en développement international. De son côté, il a joint le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario en 2015 à titre d'économiste et il a aussi joué ce rôle-là précédemment au ministère des Finances de l'Ontario et au ministère des Richesses naturelles et des Forêts. Donc, on voit que l'expertise, elle est vraiment là pour parler du sujet qui nous concerne aujourd'hui. Donc, c'est avec plaisir que je vous laisse la parole, M. Giroux. Merci. Donc, merci à Suzy pour cette excellente introduction. Suzy qui me disait avant de commencer qu'elle était un peu nerveuse, mais je crois qu'elle a fait un très, très bon travail. Si j'étais présenté de cette façon-là, quand je témoigne dans les comités parlementaires, je serais d'autant plus content de témoigner. Donc, merci Suzy. Donc, j'ai une présentation que je vais utiliser, évidemment. Je vais vous parler d'abord du directeur parlementaire du budget, assez brièvement, parce que je crois que je parle à un auditoire qui sait un peu ce dont mon mandat est composé. Je vais aussi vous parler du travail qu'on a fait en matière d'environnement, de tarification du carbone. Je commence à être tanné d'en parler, mais ça, on pourra en discuter pour d'autres raisons, évidemment. Les véhicules électriques ainsi que la viabilité financière des gouvernements et est-ce qu'on peut se payer les investissements nécessaires pour la transition énergétique. Donc, mon rôle, je suis évidemment un agent indépendant du Parlement, au même titre que, par exemple, la vérificatrice générale, le directeur général des élections ou encore le commissaire aux langues officielles. Donc, je travaille pour les parlementaires et non pas pour le gouvernement. On fournit des analyses économiques et financières aux parlementaires pour s'assurer qu'ils ont de l'information qui est indépendante de celle du gouvernement. Ça touche un très vaste éventail de sujets, notamment
l'environnement, évidemment, étant donné l'intérêt que les parlementaires y portent, mais aussi d'autres sujets comme la défense ou encore, évidemment, la viabilité des finances publiques et l'économie. Donc, on a fait beaucoup d'études en ce qui a trait à l'environnement, incluant la taxe carbone, le système plus global de tarification du carbone, mais on a aussi essayé d'estimer les émissions de gaz à effet de serre et leur impact sur le PIB canadien. Ce rapport-là a été publié en novembre 2022 et on utilise encore ces données-là dans nos prévisions économiques et financières. Donc, ce qu'on a fait, on s'est basé sur des données qui existent déjà, donc des données de l'Agence internationale de l'énergie concernant les politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a aussi regardé l'analyse des émissions et du changement climatique par le GIEC, et on a fait beaucoup de revues de littérature parce qu'il y en a une grande abondance de revues de littérature sur la relation entre les conditions climatiques et la croissance du PIB. Donc, on n'a pas inventé ces relations-là, on a plutôt mis ensemble ou rassemblé ce qui était déjà existant dans le monde de l'environnement et de la recherche sur les impacts climatiques. Notre analyse a montré qu'on a déjà subi au Canada des augmentations de température de surface d'environ 0,9 degrés en moyenne, qui est observé entre 1981 et 2021, comparativement à la période précédente. Et ça a réduit le niveau du PIB canadien déjà de 0,8 % en 2021. Donc, ce n'est pas la réduction de la croissance annuelle, mais c'est la réduction du niveau global. On a aussi considéré le scénario de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un scénario dans lequel les engagements climatiques des divers pays vont être réalisés. Et on peut être optimiste ou pessimiste que ces engagements-là vont tous être comblés ou remplis. Mais si on suppose que tous ces engagements-là vont évidemment être mis en œuvre, on arrive à une augmentation des températures et une variation des précipitations qui va réduire le PIB canadien de 5,8 % en 2100. Donc, d'ici à 2100, un impact de 5,8 %, c'est évidemment pas massif. C'est, on pourrait dire même marginal, mais je dois dire, c'est basé sur une analyse dans un secteur où il y a beaucoup de données, beaucoup d'analyses qui ont été faites, mais c'est une science qui est relativement récente avec évidemment beaucoup d'incertitudes. Du 5,8 %, on estime qu'il y a 2,4 points de pourcentage qui est attribuable aux prolongations des modifications récentes. Donc, l'augmentation qu'on a déjà subie, cette prolongation-là est responsable de 2,4 % de cette baisse de 5,8 % du PIB en 2100, mais 3,6 % c'est attribuable aux variations futures des tendances météorologiques. Évidemment, si les politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas toutes mises en œuvre, si on se contente des émissions ou des politiques qui sont actuellement en place, l'impact négatif va être beaucoup plus important. Bien, plus important, on ne sait pas dans quelle mesure, parce qu'on risque d'arriver à des points de bascule. Il y a plusieurs scénarios climatiques que l'Agence internationale de l'énergie atomique a publiés. Le premier, qui est décrit sous l'acronyme STEPS, c'est les politiques en vigueur et mises en œuvre, donc celles qu'on connaît déjà, qui sont déjà mises en œuvre, évidemment. APS, c'est les engagements qui sont annoncés, pas nécessairement tous mis en œuvre. Et il y a des scénarios plus ambitieux où on atteint des cibles plus agressives, donc de réduction des gaz à effet de serre. Une qui est de développement durable et l'autre qui est net zéro d'ici 2050. Donc, on essaie d'intégrer les effets climatiques dans les projections, nos projections concernant l'impact du PIB. La méthodologie est basée sur celle du Congressional Budget Office, notre équivalent américain, qui ont fait beaucoup de travaux là-dessus, moins connus peut-être, mais qui ont fait beaucoup de bon travail. On réévalue la productivité du travail en excluant les récents changements des modèles météorologiques.
On applique les futurs modèles changeants pour ajuster nos projections. Donc, on a un scénario contrefactuel qui suppose que les températures et les précipitations restent au niveau moyen 61 à 1990 pour voir quel serait l'impact sur l'économie s'il n'y avait pas les changements climatiques depuis 1991. Et la différence nous donne évidemment l'impact économique. Donc, la mesure dans laquelle les impacts des changements climatiques sont déjà inclus dans nos prévisions, les changements historiques, donc les changements aux températures, aux précipitations, qui sont déjà en place, sont implicitement inclus dans nos prévisions, donc jusqu'à 2021. Étant donné que l'économie a été affectée, on a pu mesurer le niveau d'activité économique. Ce qui est plus difficile, c'est d'intégrer les changements futurs des changements climatiques dans nos prévisions. Et c'est un travail qu'on est en train de faire, mais qui est toujours qui a beaucoup de défis, pour être modeste. Par contre, nos prévisions d'impact des changements climatiques sur le PIB doivent être prises avec certaines mises en garde. Donc, ça n'inclut pas complètement l'adaptation au changement climatique ou les transitions régionales ou par secteur ou les retombées économiques mondiales. Donc, par retombée économique mondiale, si, par exemple, les sécheresses entraînent un ralentissement catastrophique en Inde, c'est difficile pour nous d'intégrer ça parce que c'est des éléments qui sont avec une haute incertitude. De la même façon, l'adaptation au changement climatique, c'est encore pas très connu qu'est-ce que les pays ou les régions, différentes régions du pays, vont être capables de mettre en œuvre pour s'adapter au changement climatique et qu'est-ce que ça va être comme impact sur le PIB. On n'a pas aussi tenu compte du franchissement possible de points de bascule. Les experts en changement climatique nous disent que c'est fort possible qu'il y ait des points de bascule importants à certains franchissements du seuil de changement climatique, d'augmentation de température ou de précipitation. Par exemple, c'est possible qu'à un certain niveau de réchauffement climatique, le pergélisol se mette à dégager beaucoup de méthane, ce qui pourrait entraîner un effet de boucle ou de spirale vers un réchauffement accéléré. Et on n'en a pas tenu compte parce que ces points de bascule-là ne sont pas encore bien connus. Et comme j'ai mentionné à quelques reprises, notre scénario suppose que les engagements en matière de changement climatique sont tous entrepris et mis en œuvre. Donc, ici, un tableau que vous voyez probablement pas très bien, mais ça indique ce que j'ai mentionné. Donc, la poursuite des changements climatiques récents devrait amputer le PIB de 2,4 % en 2100 et les changements climatiques futurs devraient ajouter ou retrancher un 3,6 points de pourcentage additionnel au PIB en 2100 avec les impacts intermédiaires en 2050-2075. On a aussi les éléments de l'incidence météorologique, par exemple les températures, quelle est la contribution de l'augmentation des températures et l'augmentation, ou plutôt l'impact des changements de précipitation. Et les changements de précipitation dans un pays aussi diversifié que le Canada sont plus difficiles à déterminer, donc on a fait une analyse qui est plus régionale. Pour vous donner quelques exemples, l'augmentation des températures va réduire évidemment la saison de ski, mais augmenter la saison agricole dans certaines régions du pays. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments individuels à déterminer lorsqu'on tente de faire une analyse des impacts économiques des changements climatiques, encore une fois, dans un pays aussi diversifié que le Canada. On a aussi fait un peu de travail sur la tarification du carbone et ceux et celles d'entre vous qui ont suivi les nouvelles, surtout en anglais, peuvent voir que c'est un travail qui a été légèrement controversé au cours des derniers mois et des dernières années. Avant de faire ça, j'avais des cheveux, là, j'en ai plus, puis ma barbe était noire. Maintenant, elle est un peu plus pâle. Je ressemblais plus à Ed qu'à moi avant de travailler sur la tarification du carbone. C'est un compliment pour Ed, ça, c'était pas, évidemment. Donc, on a calculé les incidences économiques de la tarification du carbone. Et la tarification du carbone, dans ce contexte-là, inclut la taxe carbone, la fameuse taxe carbone qui s'applique dans la plupart des provinces et territoires, sauf évidemment au Québec et en Colombie-Britannique notamment,
Mais ça inclut aussi le système de tarification basé sur le rendement pour les grands émetteurs. Et pour ceux et celles qui ne sont pas au courant du système de tarification pour les grands émetteurs, résumé simplement, on prend une moyenne pour chacun des grands secteurs, donc la moyenne des émissions par unité d'output. 80% de la moyenne est exemptée et seulement le 20% supérieur est tarifé au niveau de taxe carbone. Donc, pour une compagnie moyenne, la compagnie moyenne ne paie de la taxe carbone que sur le 20% de ses émissions qui dépassent la moyenne. Pour celles, évidemment, qui émettent moins de gaz à effet de serre que la moyenne, ils peuvent transiger des crédits, donc obtenir des crédits. Donc, c'est la façon que la tarification basée sur le rendement pour les grands émetteurs fonctionne. La taxe carbone, évidemment, s'applique au premier litre d'essence que vous achetez ou au premier mètre cube de gaz naturel ou l'équivalent dans toutes les sphères des carburants fossiles. Donc, on a calculé l'impact de la tarification carbone avec la taxe carbone qui augmente au fil des ans. Elle est présentement à 80 $ par tonne de CO2 équivalent partout au Canada dans les juridictions où le régime fédéral s'applique, avec une augmentation qui est prévue au 1er avril de chaque année jusqu'à atteindre 170 $ par tonne en 2030. On voit que l'impact économique en 2024 est estimé à environ 0,6 % et l'impact à terme, en 2030, est estimé à 1,3 %, impact négatif sur le niveau du PIB. Le gouvernement vient juste de publier à 10 heures, je crois, ce matin, ses propres analyses économiques de la tarification carbone et arrive à des chiffres sensiblement dans la même plage, environ 1 % d'impact négatif en 2030. Donc, il n'y a pas un grand écart. C'est sûr que pour les statisticiens en vous, 1,3 versus 1, c'est un écart statistiquement significatif, mais pour ce genre de travail-là, ce n'est pas un écart qui est fondamental, surtout quand on parle de prévision dans un secteur avec beaucoup d'incertitudes comme la taxe carbone. L'incidence fiscale, si vous avez suivi la période de questions, si vous avez écouté la période de questions, ne serait-ce qu'une fois depuis 2023, vous avez probablement entendu dire que la plupart des ménages, donc si on considère la taxe carbone qu'ils paient directement et indirectement par l'entremise des biens et services qu'ils achètent, qui a une composante énergétique, moins les remboursements de la taxe carbone qu'ils reçoivent, la plupart des ménages reçoivent plus que ce qu'ils paient. La raison, c'est les exportations, en bonne partie les exportations internationales et les exportations interprovinciales. Donc, les ménages reçoivent ce que les entreprises paient, notamment pour les biens qu'ils exportent hors des juridictions. Donc, ça explique pourquoi la plupart des ménages reçoivent plus que ce qu'ils paient. Et les ménages qui paient plus qu'ils reçoivent, c'est en général les ménages les plus riches. Donc, ceux qui ont des gros véhicules, des VR, des grosses maisons qui chauffent au gaz, moins courant au Québec, mais quand même, dans le reste du Canada, c'est assez courant. Un sujet de beaucoup d'attention récemment, je vais changer de registre, c'est les subventions aux fabricants de batteries pour véhicules électriques. J'ai bien aimé la présentation de M. Meloche tantôt qui parlait de congestion, de taxes kilométriques. On a entendu beaucoup parler de l'importance d'avoir des véhicules électriques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est en partie la raison pour laquelle les gouvernements fédéral, provincial, Québec et Ontario sont allés massivement vers les subventions aux véhicules électriques. L'autre raison, c'est évidemment pour concurrencer les Américains. Et ce que peu de gens ont mentionné, mais qui est évident, c'est que c'est aussi pour sauver un secteur industriel important au Canada, notamment en Ontario. Donc, le gouvernement a annoncé une succession de subventions à la production. En avril 2023, 13 milliards de dollars pour Volkswagen, pour la production de batteries. En juillet, jusqu'à 15 milliards pour Stellantis, pour aussi une usine de batteries. Et plus près de nous, à 4,6 milliards, les subventions fédérales à Northvolt pour, encore une fois, les subventions aux véhicules électriques. Donc, beaucoup d'argent, énormément d'argent, mais il n'y a pas eu beaucoup d'analyse économique. On a demandé et on a obtenu les contrats, notamment Volkswagen et Stellantis, et ça a été
une déception, mais je n'irai pas dans les détails parce que c'est confidentiel. Mais, beaucoup d'argent pour essentiellement se mesurer à ce que les Américains offrent dans leur Inflation Reduction Act. Comme j'ai mentionné, très, très peu d'analyse économique. En fait, le gouvernement s'est basé sur une étude du Trillium Network for Advanced Manufacturing, qui a évidemment un intérêt à promouvoir les investissements fédéraux dans ce secteur-là. Donc, le gouvernement s'est basé sur certaines lignes très bien choisies pour dire que le gouvernement fédéral rentrerait dans son argent en moins de 5 ans par des rentrées fiscales. Quand on a considéré, on a creusé un peu plus, on s'est rendu compte que les allégations du gouvernement fédéral étaient basées sur, d'abord, un rapport bien fait, mais un rapport d'un groupe qui a évidemment un certain intérêt à promouvoir ces questions-là, les investissements dans la filière batterie, mais que ça prendrait plus proche de 20 ans pour avoir des rentrées fiscales fédérales qui compenseraient les subventions très importantes. La grosse question, c'est que est-ce que dans 20 ans, ces usines-là vont encore être présentes au Canada et est-ce qu'elles vont encore produire ce type de batterie-là? C'est possible, mais ce n'est pas certain. On sait que les contrats visent des subventions qui vont s'éteindre à la fin de 2032, je crois, ou peut-être 2033. Donc, on peut facilement prévoir qu'en 2030, 2031, il va commencer à avoir des rumeurs de fermeture des usines qui ont besoin d'investissements pour réoutiller. Donc, tous ceux et celles qui ont vu certains exemples précédents de politique industrielle peuvent prédire ce qui va se passer. Donc, c'est tout ça pour dire que la filière batterie s'est présentée souvent comme une question environnementale, mais c'est évidemment beaucoup plus une stratégie industrielle et de développement économique. On n'a pas tenu compte du coût d'opportunité. Par exemple, le gouvernement, lorsqu'ils ont pris cette décision-là, n'a pas tenu compte, je crois, du fait que dans une économie qui est près du plein emploi, subventionner massivement un secteur qui va avoir besoin de main-d'œuvre, ça va entraîner un certain déplacement de la main-d'œuvre et des capitaux. On n'a pas aussi tenu compte, je crois, du fait qu'avec un mandat fédéral concernant les véhicules à zéro émission en 2035, on n'a pas nécessairement besoin de produire énormément de véhicules électriques pour en faciliter leur adoption. On réglemente d'un côté et on subventionne le même secteur de l'autre. Donc, c'est un cas intéressant de politique publique et on pourra probablement en parler davantage ou non. Je vais laisser ça à la maître de cérémonie, Suzy. Donc, on n'a pas uniquement fait les véhicules électriques et la taxe carbone. Le gouvernement a annoncé une pléthore de crédits d'impôt à l'investissement pour le captage et l'utilisation, le stockage du carbone, notamment, entre autres, les technologies propres, l'électricité propre. Et pour l'électricité propre, la majorité ou une bonne partie des crédits d'impôt remboursables vont aller aux sociétés d'État, évidemment. Donc, Hydro-Québec pourrait être subventionnée par le gouvernement fédéral lorsqu'elle investit dans l'éolien et le solaire, par exemple. Et ça va s'appliquer à d'autres, évidemment, à d'autres sociétés d'État parce que la production d'électricité au Canada est majoritairement par des sociétés de la couronne provinciale. Donc, c'est un cas unique, je crois, où on a des crédits d'impôt remboursables versés à des entités non imposables. Non, ça c'est déjà arrivé, mais on n'ira pas dans les détails. L'hydrogène, évidemment, la fabrication de technologies propres et la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques. Donc, si vous aviez des doutes à savoir si les usines de batterie étaient pas assez subventionnées, bien, on va subventionner aussi le reste de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça va être un beau pays pour construire des véhicules électriques. On essaie de concurrencer d'autres pays où les coûts sont plus bas. On pourra en discuter ou non, encore une fois, avec Suzy. Tout ça pour dire que le coût de ces divers scénarios, le coût de ces divers crédits d'impôt, selon le ministère des Finances, va s'élever à environ 93 milliards de dollars en 5 ans. On a une estimation qui les chiffre à environ un peu plus de 100 milliards de dollars, mais on est en train de faire une analyse sur leur coût à plus long terme, sur 10 ans, parce que, évidemment, plusieurs de ces crédits d'impôt-là vont être disponibles au-delà de l'horizon 2035,
Donc, on est en train de faire leur analyse et on va arriver à des coûts et des investissements potentiels qui pourraient être générés par ces crédits d'impôt-là. Ça, c'est évidemment juste le détail des coûts pour chacun des crédits d'impôt. La grosse question, par contre, dans toute cette présentation-là et j'allais dire cette orgie de chiffres, mais je parle à une foule qui aime les chiffres, donc ce buffet de chiffres, c'est est-ce qu'on peut se payer ces dépenses-là? La réponse polie, quand je suis en comité parlementaire, c'est ça dépend des choix qu'on fait, mais quand on fait une analyse un peu plus approfondie, ce qu'on fait une fois par année sur la viabilité financière à long terme des gouvernements, la réponse est oui. Donc, on voit que si on fait une analyse de la viabilité financière, et pour faire cette analyse-là, on considère les politiques publiques en statu quo, donc en termes clairs, si on met les finances publiques sur le pilote automatique, on empêche les décideurs de jouer avec le système fiscal ou de jouer avec l'ajout ou le retrait de certains programmes. On arrive à une conclusion que le gouvernement fédéral est viable à long terme, étant donné sa structure fiscale, l'assiette fiscale du gouvernement fédéral étant le PIB nominal, la meilleure définition de l'assiette fiscale, étant donné ses pouvoirs de taxation, mais ses dépenses, ses grands postes de dépenses sont contraints. Donc, les transferts aux provinces et aux territoires, c'est limité par la croissance du PIB nominal. Les transferts aux personnes, par exemple, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, ça aussi, ça croît avec la population de ce groupe d'âge-là et aussi avec l'inflation. Donc, ça peut sembler des augmentations qui peuvent facilement devenir hors de contrôle, mais c'est quand même bien contraint comparativement aux provinces et aux territoires. Donc, le gouvernement fédéral, statu quo, encore une fois, devrait être viable à long terme. Les provinces, c'est un peu moins certain. Je sais que Luc et mon organisation, on a certains désaccords sur la viabilité financière du Québec, mais on s'entend bien quand même. Les provinces, dans leur ensemble, sont sur le point de ne pas être viables. Donc, il y a des ajustements mineurs nécessaires et ça s'explique par le fait que les dépenses provinciales sont surtout menées par les questions de santé. Et bien que le vieillissement de la population, ça s'applique au fédéral et au provincial, les dépenses en santé ont tendance à croître beaucoup plus vite au fur et à mesure qu'on dépasse un certain âge. Donc, à partir de 55 ou 60 ans, les dépenses croissent beaucoup plus vite. Donc, en moyenne, ça coûte beaucoup plus cher au système de santé d'avoir une personne de 90 ans qu'une personne de 65 ans. Vous pouvez facilement comprendre pourquoi. Donc, ça fait en sorte que les provinces vont faire face à des défis budgétaires beaucoup plus importants. Dans le cas du Québec, ce qui joue en faveur du Québec, même si c'est une province qui a un fardeau fiscal plus élevé que la moyenne et des dépenses plus élevées que la moyenne, c'est l'augmentation des transferts fédéraux. Donc, dans notre modèle, on voit que certaines provinces plus jeunes et plus dynamiques, comme le Manitoba, vont subir une baisse de leur transfert en péréquation, alors que le Québec, avec sa population vieillissante, devrait bénéficier de transferts fédéraux, notamment la péréquation, un peu plus généreux. Donc, tout ça pour dire que est-ce qu'on peut se payer toutes ces dépenses-là ou tous ces investissements nécessaires pour faire face à la transition énergétique? La réponse est oui, mais il y a beaucoup d'autres défis, surtout au niveau fédéral. Par exemple, beaucoup de dépenses ont été annoncées, notamment en matière de prestations d'invalidité, de programme national d'assurance médicaments, de programme d'assurance dentaire, et on a beaucoup de pression pour augmenter les dépenses en matière de défense. Donc, les données que je vous ai présentées datent de juillet 2023. On est en train de refaire l'exercice. On pourrait arriver à un résultat légèrement différent, mais pour l'instant, la réponse, c'est qu'on a beaucoup de défis, mais on a probablement les moyens d'y faire face. Ça clignote rouge et orange, c'est signe que je dois me taire. Merci beaucoup. Merci, M. Giroux. Donc, M. Cramy, j'ai pris en note les messages, ce dont vous voulez rediscuter. Ou non. Merci beaucoup pour l'invitation, Suzy. Bonjour à tous.
Moi, c'est Abercrombie. Le BRF, j'aime dire aux gens que nous sommes un peu comme les petites sœurs ou frères de EVC, mais on fait le même travail, mais nous sommes penchés à la province de l'Ontario. Le projet ICIP que j'ai mené était initié à une demande d'un député provincial. À ce temps, il y avait de nombreuses études évaluant les risques physiques du changement climatique pour les infrastructures publiques, mais il n'y avait aucun chiffrage. Donc, nous avons demandé de le faire. Bon. Pour projeter les coûts de l'infrastructure, il nous fallait un ensemble de données détaillées décrivant leur valeur, l'âge et l'état de l'infrastructure publique en Ontario. Le ministère de l'Infrastructure, nous avons donné leur ensemble de données qui étaient relativement détaillées. Mais pour les municipalités de la province, eux qui possèdent la plupart des biens, il n'existait pas beaucoup de détails consolidés et standardisés, donc il falloir qu'on le bâtit. On a travaillé avec beaucoup de municipalités, Peel, Toronto, Ottawa, l'Association des municipalités de l'Ontario et Statistics Canada aussi. Pour le bâtir. Il y a beaucoup d'incertitudes autour des faits clés à propos des municipalités. Que possèdent les municipalités de l'Ontario? Dans quel état sont leurs actifs? Et quel est le retard dans les réparations? Mais dans le projet ici, en tout cas, la base de données des biens sont plus de 700 milliards de dollars. Le graphique montre la ventilation des biens ici. Donc, on s'est penché sur les bâtiments, les infrastructures de transport et l'infrastructure de linéaire d'eau pluviale et d'eau usée, les égouts. Donc, ça, c'est le cadre. Bon, un peu de technique. L'infrastructure nécessite deux types de dépenses afin d'être maintenue en un bon état de fonctionnement. Le premier, c'est les dépenses d'exploitation et d'entretien annuelles. C'est comme le chauffage d'un bâtiment ou peut-être le déneigement des routes. Le deuxième type de coût, c'est les investissements en immobilisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reconnaît ce modèle? C'est un modèle de détérioration. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui le connaît? Personne? Bon, OK. Chaque année, l'état d'un bien est évalué relativement au nombre de rendements ici, à l'objectif de réparation et au seuil de défaillance afin de déterminer si les investissements en immobilisation sont nécessaires. Imaginez que vous êtes peut-être un kilomètre de rue ou bien une école. Si c'est nouveau, on est ici et il y a le temps ici. Et puis, avec le temps, ça détériore. Les ingénieurs nous avons donné les courbes de détérioration. Si vous êtes ici, il faut faire les réparations pour prolonger la vie utile d'un bien. Donc, vous revenez ici et peut-être vous faites ça un ou deux fois. Et puis, à la fin de la vie utile, on le laisse détériorer, puis il faut remplacer avec un bien de nouveau. Et c'est comme ça qu'on projette les coûts de l'infrastructure à long terme. Cette diapositive ici montre les coûts annuels moyens d'ici au fin de siècle pour maintenir le 700 milliards de dollars d'infrastructure dans un bon état de fonctionnement. On estime que ça coûterait... excusez, c'est trop. Ça coûterait à peu près 26 milliards de dollars. Ici, c'est les dollars réels en 2020, donc il n'y a pas d'inflation ici, et c'est le coût annuel moyen d'ici à 2100. On peut aussi voir les coûts pour les municipalités, la province, et aussi les coûts pour chaque secteur de biens ici. Mais cette projection des coûts suppose que le climat est stable. Il faut toujours lire les petits caractères ici. Mais on sait que le climat ne serait pas stable. Est-ce que tout le monde reconnaît cette image ici? C'est le changement de température mondiale globale du période pré-industrielle jusqu'à 2090. Ouais.
Historiquement, ça a levé de à peu près 0,5 degrés de Celsius. La plupart de l'infrastructure publique à l'Ontario a été construite à cette période. Ce que c'est dedans les coûts que je vous avais on a déjà vu. Au futur, je pense que Yves a parlé un peu, il y a de l'incertitude. Si on respecte l'accord de Paris, on peut peut-être rester à 1,6 degré. Le scénario d'émission moyen, ici c'est la ligne verte ici, peut-être on peut rester à 2,3 degrés Celsius. Puis on a aussi écouté le scénario émission élevé, si les émissions continuaient à croître comme ils sont historiquement. On arrive à le chauffage de 4,2 degrés Celsius. OK. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent que le scénario d'émission faible ici, 1,6, est-ce que c'est encore possible? Levez votre main si vous pensez que oui, on peut le faire globalement. Oui, on a un optimiste, peut-être deux. Bon, qui ici pense que le milieu ici, le scénario d'émission moyenne est le plus probable? Oh, il y a un peu plus. OK, ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est celui-là, c'est le futur? Bon, Suzy, il y a des pessimistes. Bon, il y a de l'incertitude en tout cas. On a également tenu compte de l'incertitude des projections ici, laquelle est représentée par les plages colorées ici. Quand il faut construire un nouvel bien, peut-être cet bien, ça a une vie utile de 90 ans. C'est pas mal difficile quand on ne connaît pas ce qui va se passer avec le changement climatique. Bon, ici, le changement climatique implique une variation de danger pour l'infrastructure publique. Donc, un nombre aura un impact. Nous avons collaboré avec les climatologues, les ingénieurs, pour déterminer la portée de ces dangers climatiques et nous concentrer sur ceux qui auront le plus grand impact financier et qui peuvent être prévus avec un degré de confiance scientifique raisonnable. Les dangers qui satisfont à ce critère sont ici le chaleur extrême, les précipitations extrêmes et aussi les cycles de gel et de dégel. Oui, il y a beaucoup d'autres dangers. Il a parlé un peu de la dégel des péréglysols ici. Les incendies de forêt sont pas mal importants, mais on ne l'avons pas chiffré dans le projet. On ne pouvait pas. Bon. Pour en assurer la sécurité et la fiabilité, l'infrastructure publique est conçue, construite et entretenue afin de résister à un ensemble précis de conditions climatiques, généralement définies selon les données climatiques historiques. Et ici, c'est le problème central. Cependant, le climat change et au cours du reste du XXe siècle, les précipitations et les chaleurs extrêmes... Oh, je m'excuse. C'est sensitif. Les chaleurs extrêmes et les précipitations extrêmes devenir plus fréquentes et intenses. Mais les cycles de gel et dégel, l'hiver deviendra plus court, donc c'est un peu plus bas. C'est le cas dans toutes les émissions de scénarios et cela aura des conséquences importantes sur les finances publiques à long terme. Par exemple, ici au milieu, les précipitations extrêmes. La tempête du siècle, maintenant, ça mène à peu près 110 mm de pluie en 24 heures. Bon, au futur, dans le scénario d'émission moyenne, peut-être c'est quoi, 130 mm dans 24 heures? Ou bien, pour les pessimistes ici, peut-être ça va être 160 mm dans 24 heures. On peut imaginer si les égouts peuvent satisfaire cette demande. Bon, ça c'est les dangers. Un petit quiz. C'est qui ici? C'est qui ce gars-là? Quelqu'un? Yves, c'est qui ça? C'est moi. Non. Tu sais pas? Franchement? Bon, c'est Alfred Marshall. C'est lui qui a pris un concept de la calcul et il a inventé l'élasticité de la demande. Bon, c'est qui ça? Deuxième chance. Quelqu'un?
Vous êtes l'économiste, non? Pas tous. Bon, David Card, c'est un économiste canadien. Lui, il a gagné le prix Nobel. Lui, il a examiné l'élasticité de l'emploi relativement au salaire, analysant comment les augmentations du salaire minimum ont un effet sur l'emploi. Donc, notre idée, c'était de prendre d'inspiration à ces deux gens ici et de construire les élasticités des coûts climatiques pour estimer comment l'évolution d'une variable climatique peut entraîner un changement dans les coûts d'infrastructure au moyen. Peu importe le degré de complexité des processus qui opèrent entre ces deux variables. Donc, nous avons embauché WSP, c'est une grande compagnie d'ingénierie, pour mener une enquête auprès d'ingénieurs afin de déterminer ces élasticités spécifiques liées aux alliés climatiques et au type d'infrastructure concernés. Leurs experts ont déterminé comment le changement d'une variable climatique peut avoir une influence sur les dépenses d'entretien et le taux de détérioration des biens en l'absence de l'adaptation, dans un côté. Puis aussi, ils ont estimé les coûts d'adaptation pour que les biens résistent les alliés climatiques. Et puis maintenant, on peut revenir. On peut inclure les coûts climatiques dans les projections des coûts d'infrastructure publique dans le modèle. Avant l'adaptation, les biens entraînent les coûts d'infrastructure supplémentaires en raison des hausses des coûts d'entretien et de l'accélération de détérioration. On ne suit pas cette courbe ici, on suit cette courbe ici, la courbe qui est en présence des dangers climatiques. Ce qui fait que le bien tombe plus tôt et le bien connaît une défaillance plus tôt. Au lieu, mais il y a une autre possibilité. Vous payez le coût d'adaptation. Il y a beaucoup qui se passe dans l'espace de l'adaptation, on sait. Donc, si vous payez le coût d'adaptation, les infrastructures peuvent éviter les coûts d'entretien plus élevés liés au climat et ils peuvent éviter la détérioration accélérée. Et après, l'incorporation de ces coûts climat dans le scénario d'émission moyenne. Les projections des coûts d'infrastructure sont un peu plus hauts. Les barres bleues foncées ici représentent les dépenses du scénario de référence dans un climat stable, vous avez déjà vu, tandis que les barres roses ici représentent les coûts climatiques, les coûts d'infrastructure liés au climat. Et pour le parc de 700 milliards de dollars et pour les trois alliés climatiques en l'absence de l'adaptation, les coûts d'infrastructure augmenteront d'environ 4,1 milliards de dollars au moyen par année, d'ici à 2100. C'est à peu près 16% en haut du scénario de base. Vous pouvez également voir comment les coûts varient par ordre du gouvernement ici, et notamment la plupart des coûts pourraient incomber aux municipalités de l'Ontario. Avant de montrer les coûts d'adaptation, un déterminant important dans les projections des coûts d'une stratégie d'adaptation est la rapidité de laquelle les biens sont adaptés. Pour évaluer comment la rapidité de l'adaptation fait varier les coûts, nous avons mis au point deux stratégies d'adaptation. Elles sont idéalisées, si vous voulez. Cette graphique ici montre la proportion des biens adaptés dans chaque stratégie. Une stratégie d'adaptation réactive, c'est ici en bleu. Ici, tous les biens sont adaptés seulement au moment de réflexion. Et ça entraîne un rythme d'adaptation plus lent au cours de périodes de projection. Une stratégie d'adaptation proactive, ici c'est en vert. Tous les biens sont adaptés à la première occasion, donc la prochaine remise en état ou réflexion selon la première des éventualités. Ici, ça entraîne un rythme d'adaptation plus rapide, au cours de la période de la projection. L'adaptation ferait également augmenter la résistance de l'infrastructure, ce qui réduit les risques des coûts sociaux plus importants qui seraient associés aux pertes ou aux interruptions de services. La stratégie proactive, dans laquelle la quasi-totalité de l'infrastructure est adaptée d'ici à l'année 2050, est celle qui réduit le plus ces risques. Maintenant, les résultats.
Cette diapo ici montre les coûts supplémentaires annuels moyens liés au climat de chaque stratégie. On ne montre pas les coûts dans le climat stable parce que ce n'est pas une option. Et si on ne fait rien, si la stratégie aucune adaptation, vous avez déjà vu, c'est 4,1 milliards de dollars au moyen. Ici, c'est dans les dollars réels, ici. Mais les stratégies d'adaptation peuvent réduire ces coûts climatiques. J'aime présenter les résultats comme ça, parce que la question n'est pas est-ce qu'on va payer, la discussion des changements climatiques, la question n'est pas est-ce qu'on va payer. Ici, la question vraiment est comment est-ce que vous voulez payer. Ouais? Parce que si on continue, on va payer les coûts, mais si on prend de l'action, on peut épargner un peu. Ça, c'est les choix qu'on a. Ce n'est pas un choix de payer ou pas. Il faut que je dise que les coûts ici représentent uniquement les coûts du maintien de l'infrastructure de l'Ontario en bon état de fonctionnement. Ça n'inclut pas les coûts assumés par les ménages et les entreprises qui peuvent découler des pertes de services ou de défaillances de l'infrastructure résultant du changement climatique. Si oui, cette barre rose devrait être beaucoup, beaucoup plus haut. Okay? Et rappelons la stratégie proactive, les actifs seront résilientes au climat plus rapidement que dans la stratégie réactive. Aussi, ces coûts sont en termes réels, oui. Ils concernent uniquement l'ensemble de l'infrastructure actuellement en place aujourd'hui. Okay? Donc, il n'y a pas d'argent pour les nouveaux actifs. Et ça n'inclut pas d'argent pour combler les retards de réparation. C'est aussi additionnel. Donc, c'est seulement les coûts climatiques. Et finalement, non, mais j'ai déjà dit. Bon. Donc, le dernier résultat ici, nous avons demandé c'est quoi l'impact sur le budget à long terme de la province. Cette diapositive ici illustre l'impact des 3 stratégies sur un indice de viabilité budgétaire, le ratio de dette nette de PIB. Tout le monde sait c'est quoi? Oui, oui. Bon. C'est un indicateur commun de viabilité financière du gouvernement. Je suis vraiment content de savoir que le gouvernement fédéral va avoir beaucoup d'argent parce qu'ici, peut-être, on a des problèmes. OK? Ce graphique montre, cette graphique ici, ça montre la variation du ratio si la province finançait uniquement ses propres biens. Donc, ils n'ont pas de coût municipal ici. C'est à peu près 200 milliards de dollars du parc de biens de la totale de 700. D'ici au fin du siècle, ici, les 3 dangers climatiques qu'on avait inclus feraient augmenter le ratio dette nette PIB de la province d'environ 3 points de pourcentage, dépendant du stratégie. En tout, les coûts climatiques ne devraient pas avoir d'incidence sur les finances à long terme de la province. Notons que les impacts de les 3 stratégies sont relativement semblables à la fin du siècle, bien que dans la stratégie proactive, l'impact survient plus rapidement ici, aux raisons que les coûts initiaux sont plus élevés, qui sont entraînés par l'adaptation rapide de l'infrastructure, aussi les coûts d'intérêt. Bon, nous n'avons pas examiné l'impact de ces coûts sur les budgets municipaux, mais nous les avons plutôt utilisés pour illustrer la taille de l'impact total. Donc, on regarde ici. Nous avons projeté les ratios financiers de la province de l'Ontario si cette dernière devrait financer ces coûts municipaux liés au climat, donc tous les coûts climat. Maintenant, ils ne sont pas obligés, dans un sens légal, de le faire. C'est seulement de voir l'ampleur de l'impact fiscal combiné. Okay? Vous pouvez voir ici l'impact sur le ratio de dette nette de PIB. C'est beaucoup plus élevé ici. D'ici à 2090, 15,2% à 16,7%. Ici, peut-être c'est plutôt grave. Cette ampleur est similaire à l'augmentation du fardeau de la dette que l'Ontario a connue pendant la récession
des années 1990. C'est à peu près la même taille, sauf ici, l'impact s'étalerait sur 80 ans et non pas sur comme 3 ou 4 ans. Il s'agit ici, c'est un obstacle budgétaire peut-être considérable et ces résultats reflètent un avenir de 2,3 degrés Celsius. Ici, c'est le scénario d'émission moyenne. Si les pessimistes sont corrects d'ici, tous les deux, ça deviendra plus pire. Okay? Encore, les trois stratégies de gestion ont les impacts budgétaires similaires dans les années 2040, mais ces trois avenirs comportent des risques climatiques très différents pour la société et l'économie. Encore, c'est pas est-ce qu'on va payer, c'est comment on va payer et quand. Bon, finalement, dans les estimations des coûts liés au climat, du changement climatique, le BRF présente vraiment la bas de la fourchette des impacts potentiels qui pèsent sur les infrastructures publiques. L'infrastructure publique est seulement un des nombreux effets que le changement climatique aurait sur la société. C'est seul un sous-ensemble de l'infrastructure qui a été pris en compte. Parmi la multitude de dangers climatiques, seulement 3 ont été examinés dans notre étude. Et finalement, le projet ne tient pas compte des coûts plus étendus liés au climat qui sont assumés par les ménages et les entreprises en raison de l'impact du changement climatique sur l'infrastructure publique. Et finalement, les infrastructures publiques sont la base de notre bien-être et notre économie, le soutien. Il est également conçu pour durer plusieurs décennies, de sorte que le climat du futur est pertinent par rapport aux normes de conception d'aujourd'hui. Si nous ne prenons pas en compte le changement climatique dans la conception et le financement de l'infrastructure publique, ça peut être grave, car nous risquons de gaspiller d'argent public et de laisser les futurs citoyens plus vulnérables au changement climatique. Merci, Suzy. Merci pour votre attention. Quand même très respectueux des temps. Je ferais remarquer que M. Cromé disait que c'était sa première présentation en français. C'est plutôt impressionnant. Donc, merci à vous. On a parlé de beaucoup de chiffres, on va continuer. Donc, vous avez présenté une série de résultats. Au départ, je prévoyais ça pour la fin, mais je vais vous ramener. Votre rôle en préparant ces études-là, c'est de conseiller les parlementaires, c'est d'informer les parlementaires pour une meilleure, pour divers aspects budgétaires, une meilleure compréhension, une meilleure transparence des finances publiques aussi. Comment sont reçues? Comment ont été reçues ces études-là? C'est des études que vous avez faites à la demande de certains parlementaires. Dans le cas de la viabilité, mais vous le faites de façon annuelle. C'est quoi la réception pour cette question-là climatique sur ces aspects-là? Qui commence? Moi d'abord. J'ai fait beaucoup de présentations. Il y avait beaucoup d'intérêt au niveau municipal. J'ai fait beaucoup de présentations. Je sais que Toronto, Peel, Ottawa, ils sont en train de travailler avec leurs résultats. Je sais aussi que le gouvernement fédéral, le département de l'infrastructure sont en train de répliquer l'étude. Eux, ils donnent beaucoup d'argent pour l'infrastructure fédérale. Donc, c'est un grand parc. Ça fait beaucoup de sens pour eux. Le niveau provincial, je ne sais pas d'abord. on va voir. Il y avait d'autres gens, la militaire américaine, nous avons demandé, c'était intéressant parce que il y a beaucoup, c'est quoi logistics? Oui, les logistiques, ils sont intéressés de cette manière. Donc, oui, il y avait pas mal. Et le gouvernement de Québec aussi m'a demandé de présenter. Donc, je pense qu'eux, ils vont faire une étude un peu similaire aussi. OK. Donc, pas mal.
Donc, il y a quand même une écoute, malgré tout, pour alimenter la réflexion. Oui, on est au début, OK. mais oui, oui, ça commence. Donc, il y a un certain optimisme de votre part, quand même. Un certain optimisme que ça peut... Ouais, ouais. Je sais pas. Un certain. Je suis un peu gardé, mais oui. J'espère. Oui, bon, mais c'est bon. Monsieur Giroux? Je n'ai pas le même optimisme. Quand on parle de questions un peu plus neutres ou un peu plus moins chargées politiquement que le climat, il y a une bonne réception et ça peut informer des débats. Quand on parle, par exemple, de coûts en matière de défense, bon, il y a des bonnes discussions. Mais aussitôt qu'on touche aux questions climatiques à Ottawa, c'est tellement polarisé. D'un côté, il faut faire quelque chose, puis de l'autre côté, il faut probablement faire quelque chose, mais surtout pas une taxe carbone. Donc, aussitôt qu'on aborde cette question-là au niveau fédéral, la tarification du carbone, le débat est polarisé et pris par les considérations partisanes. Donc, amener des études, des analyses, c'est repris par un côté ou par l'autre, ou ignoré par un côté ou par l'autre, et ils prennent ce qui favorise leur point de vue déjà établi. Et il n'y a pas beaucoup de considération, en tout cas ce que je vois depuis quelques années, il n'y a pas beaucoup de considération pour les faits, il y a beaucoup plus de considération pour des aspects électoraux ou des aspects partisans. Malheureusement, sur le climat. Oui, mais sur la nécessité d'en tenir compte dans les coûts, ça fait son chemin. Encore là, oui, ça fait son chemin, mais de façon asymétrique. Si on est en faveur d'une tarification sur le carbone, il y a certains acteurs qui ne veulent pas entendre parler de coûts ou qui vont le mentionner du bout des lèvres en disant « oui, mais ça coûterait beaucoup plus cher de ne rien faire ». Tout le monde est d'accord avec ça, mais quand on parle de changement climatique, il va y avoir des coûts. Mais si on parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est certain qu'il va y avoir des coûts au moins à court terme. Donc, les supporters ou ceux qui favorisent des gestes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, je crois, ne se rendent pas service en essayant de passer sous silence les coûts. Et de l'autre côté, il y a la même chose. On parle des coûts de la tarification sur le carbone, mais on oublie ou on omet de mentionner que si on fait quelque chose sur le carbone, et moi je ne suis pas un expert en changement climatique, mais je crois tout à fait, les experts en changement climatique, qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on accepte ça, ben, peu importe ce qu'on fait, ça va coûter quelque chose. C'est des règlements sur les carburants propres, des règlements pour imposer des véhicules à zéro émission. Ça a des coûts, ça, si on réduit les choix des consommateurs. Mais d'un côté comme de l'autre, on choisit les faits qui font notre affaire, mais on omet complètement les faits qui peuvent nuire un peu aux arguments, alors que les citoyens, je crois, sont tout à fait capables de faire des choix éclairés. En ayant les faits, ils sont capables de faire ces arbitrages-là. C'est pas simple. Dans une ère de désinformation, ils peuvent faire un choix clair. Oui, je pense que si les gens J'espère que oui. Oui. Moi, je suis très optimiste qu'à la capacité des gens, l'opinion des contribuables, des citoyens, des électeurs, en moyenne, ils vont choisir la bonne chose s'ils sont bien renseignés. Mais choisir la bonne chose, ça ne veut peut-être pas vouloir dire qu'ils vont tous aller en transport en commun. Puis c'est correct, il y a des gens qui vont toujours vouloir conduire une voiture ou avoir des comportements pour toutes sortes de raisons, mais dans l'ensemble, ils vont choisir les bonnes choses, je crois. Je suis optimiste pour ça. Bon, Ben, j'espère. c'est bien. On va retenir cet optimisme-là. Dans vos études, donc, vous faites un effort pour chiffrer les effets sur les infrastructures, sur le PIB, sur les finances publiques. Il faut continuer, je pense, à raffiner nos façons de calculer. Vous êtes allé, je pense que vous êtes allé de l'avant avec vos élasticités en Ontario. Il y a des études plus récentes qui parlent de coûts ou d'effets en termes de PIB perdu qui vont jusqu'à 6 fois plus élevés si on y pense au coût social mondial. Donc, vous avez dit que vous ne l'aviez pas calculé, mais ça commence à se raffiner à ce niveau-là aussi, et c'est important. 6 fois plus que ce qu'on dit en général comme effet, ça fait un peu peur en termes de PIB perdu, et donc d'effets sur les finances publiques aussi, à cet égard-là.
il y a l'Institut du Québec, hier, ici, publiait une étude qui soulevait notamment certaines incohérences avec la volonté de combattre les gaz à effet de serre et d'autres objectifs de croissance ou de réduction des écarts de richesse avec l'Ontario notamment. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Comment ça doit se traduire dans le budget de l'État? Qu'est-ce qui manque? Ou est-ce que c'est déjà indirectement intégré dans une croissance du PIB où le processus budgétaire est trop à court terme? Je n'arrive pas à voir, est-ce que chaque année dans le processus budgétaire, il devrait avoir une ligne effet des changements climatiques? Je suis un petit peu dans le pratico-pratique, mais il y a un esprit de transparence nécessaire qu'on ne voit pas quand on arrive dans la période budgétaire, là. Est-ce qu'il y a une hausse d'impôts ou est-ce qu'on augmente les dépenses? Mais la notion d'effet des changements climatiques ou des dépenses nécessaires pour ça n'est pas si présente malgré une série de mesures. Y a-t-il des éléments que vous voyez qui devraient être davantage là, dans cet exercice budgétaire? C'est pas simple comme question. Comment être un peu plus transparent? Moi, je ne suis pas très optimiste concernant cet aspect-là. Au gouvernement fédéral, du moins, on n'est même pas capable de prévoir de façon réaliste le nombre de fonctionnaires qu'on va avoir l'année prochaine. Donc, puis c'est quelque chose d'assez facile à prédire quand tu vois la conséquence des décisions budgétaires qui sont prises. Ça ne prend pas la tête à Papineau, pour utiliser une expression bien de chez nous, pour voir que si tu augmentes les dépenses publiques, tu vas probablement avoir besoin de plus de fonctionnaires. Puis le gouvernement fédéral, presque à chaque année, depuis quelques années, nous prédit toujours une baisse de ses effectifs, alors qu'il présente un budget qui signale tout le contraire. Concernant les impacts des changements climatiques, je crois que le Bureau de la responsabilité financière fait un très bon travail en expliquant les impacts qui sont. Ça va sans dire que si on a des changements climatiques, on va avoir besoin d'adapter nos infrastructures. Mais ce que je vois au niveau fédéral, c'est qu'il n'y a absolument aucun intérêt à intégrer ça. Par exemple, il y a un programme fédéral pas très connu, mais que les provinces connaissent, le programme de compensation pour les provinces lorsqu'il y a des désastres naturels. En anglais, c'est Disaster Financial Arrangements Agreement. Donc, ça compense les provinces lorsqu'il y a des inondations, des feux de forêt, des tremblements de terre, s'il y en avait, des choses comme ça. Mais c'est un programme obscur, il y a des provisions basées sur l'historique, puis on n'en parle pas bien. Alors que d'autres pays sont bien plus avancés. La Corée, par exemple, la Corée du Sud, évidemment, ont un processus budgétaire où il inclut les impacts des émissions de gaz à effet de serre de chacune des initiatives qui sont considérées. Donc, ici, on a les langues officielles, l'égalité entre les genres, on a toutes sortes de considérations, des considérations régionales, mais les considérations climatiques, on n'en parle pas. Alors que des pays comme la Corée le font, ça doit être mentionné. Ce n'est pas très contraignant, mais au moins, ça doit être considéré lors du processus budgétaire, du processus décisionnel. Donc, il y a beaucoup de place à amélioration pour intégrer les impacts climatiques dans nos processus décisionnels. Puis on ne parlera pas d'un troisième lien à Québec ou non, là. C'est un autre débat. On pourrait passer plusieurs minutes ou heures à en parler. Merci. Quelque chose à rajouter? Il faut bien l'intégrer, et c'est par là d'abord. Je pense un peu comme on est dans un moment où la PIB a été créée dans les années 1940, après la Grande Dépression, et on n'avait pas un grand sens c'est quoi la croissance des incomes, les emplois. C'est vraiment important. Peut-être on est dans un moment où comme cela, où c'était vraiment difficile. Il faudrait créer le métrique du PIB pour éviter une autre grande dépression. Peut-être c'est un peu comme ça maintenant. Il faut faire un meilleur effort pour intégrer les considérations du climat, et on peut parler de beaucoup de spécifiques là-dedans. Mais on est vraiment, malheureusement, au début de cet effort. Et il y a pas mal de travail à faire. On va parler des spécifiques, si on veut. Mais On va donc revenir à vos travaux un peu plus spécifiques. Puis
Une question. D'abord, M. Giroux, vous avez présenté donc des résultats. On a à la Chambre, on fait des études de soutenabilité budgétaire, vous en avez parlé. Naturellement, la question de l'intégration à long terme des effets des changements climatiques nous interpelle. Et donc, on a déjà fait une étape pour les ajouter. On s'est inspiré de vos travaux. Ce que vous avez mesuré comme résultat, c'est naturellement pour l'entièreté du Canada. Est-ce qu'il y a une option d'évaluation provinciale ou régionale? Est-ce qu'il y a vous avez évalué des différences ou est-ce que c'est dans les plans ou est-ce que c'est réplicable, vos résultats aux provinces? C'est une bonne question. Puis, étant un organisme fédéral, on est toujours un peu réticent à y aller dans les spécificités provinciales parce que quand on le fait pour la viabilité financière à long terme, ça arrive qu'on a des appels de premiers ministres ou de ministres des Finances provinciaux qui nous félicitent, mais souvent qui disputent ou qui contestent certaines de nos analyses. Donc, si on faisait la même chose en changement climatique, vous pouvez imaginer qu'on serait peut-être pas bienvenu en Alberta, par exemple, autant qu'on le serait au Québec ou en Colombie-Britannique. Donc, c'est toujours délicat, mais ce qu'on fait en général pour nos analyses, on suppose que le régime fédéral s'applique à l'ensemble du territoire parce que, dans plusieurs aspects, c'est le cas. Puis en matière de tarification carbone, c'est le régime fédéral ou quelque chose d'équivalent dans les provinces. Je sais par contre que le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques a des analyses par province. Je crois qu'ils ont publié ça plus tôt aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils l'ont fait par province, mais ça existe. C'est quelque chose de très intéressant, évidemment, mais toujours un peu délicat parce que le faire à un niveau fédéral, on a des données qui sont évidemment fédérales, puis un peu comme pour des statistiques, notre échantillon est un peu plus petit, les données sont peut-être un peu moins fiables au niveau provincial et la marge d'erreur risque d'être un peu plus grande lorsqu'on y va à un niveau provincial. OK. Merci. Donc, il y a du travail à faire là Beaucoup. aussi. Oui. Bon. Monsieur Cromé, dans votre analyse sur les infrastructures, je pense que votre graphique était parlant, là. Si on s'adapte, ça va coûter moins cher annuellement. Par contre, une autre chose qui m'a frappée, puis je ne sais pas comment c'est reçu quand vous le présentez, c'est qu'à long terme, peu importe ce qu'on fait, on se retrouve à peu près à la même place. Comment on incite à plus d'adaptation? Comment c'est déjà pas très sexy, l'adaptation, c'est-à-dire le maintien des actifs au lieu d'annoncer de nouveaux actifs. C'est déjà un enjeu qui est difficile c'est moins politiquement rentable, je dirais. Donc, comment faire passer l'avantage ou l'importance de l'adaptation? Comment? La bonne chose de travailler dans un bureau financier, c'est qu'on peut discuter les problèmes, puis les donner au gouvernement. Je vous leur donne. C'est pas à nous de le vendre au public. C'est un peu comme il a dit avant. On peut mettre les études, on montre l'évidence, ce qu'on peut. Et j'espère que tu es correct, que les gens vont l'incorporer et agir. Mais je pense que l'évidence, quant à moi, c'est là, comme vous avez dit, si on n'intégrait pas les changements climatiques de la gestion des biens, on va gaspiller beaucoup d'argent public. Personne ne veut ça. Aucun parti politique veut gaspiller d'argent public. Et c'était un intéressant résultat que comme vous avez dit, à 2040-10, on est à peu près dans la même place par rapport aux dettes nettes de PIB. Mais chacun de ces lignes représente les futurs très différents. Oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans cette... C'est ça. Donc j'espère que ça va convaincre les gens. Je pense que c'était dans le panel, je pense que c'était Jean-Philippe qui a dit que c'est facile à dire, mais c'est plutôt difficile de convaincre les gens.
C'est une étude académique, Ouais. c'est pas mal sec. Euh, la politique, ça tourne à peu près 4 ans. Mais ici, c'est difficile à vendre l'idée de il faut faire beaucoup d'investissements maintenant, mais les bénéfices, les coûts Sont plus évités tard. sont beaucoup plus tard. Donc politiquement, Ben, c'est... là-dessus, j'ajouterais peut-être qu'est-ce qui manque à l'équation, puis on parle de chiffres. Moi, j'aime ça parler d'argent puis de chiffres, mais c'est aussi le coût humain. Donc, Voilà, l'adaptation voilà. proactive, c'est le fun, c'est peut-être plus cher puis, ou à court terme, mais quand on explique les coûts de l'adaptation proactive à des gens qui ont déjà subi des inondations, par exemple, qui ont déjà eu à vider des sous-sols, ils comprennent mieux que ceux qui vivent à un niveau plus élevé, par exemple. Donc, Mhm. il y a un coût humain qu'on ne peut pas facilement tenir en compte. Puis quand on parle, j'ai eu la question, mais si ça coûte cher s'adapter au changement climatique, on réduire nos gaz à effet de serre, pourquoi est-ce qu'on le fait? Bien, souvent, c'est la question morale à faire, c'est la bonne chose à faire. Puis l'exemple que je donne parfois, c'est, bien, on donne de l'aide à l'Ukraine, par exemple, mais on n'en tire pas de bénéfices quantifiables, monétisables, donc c'est difficile d'estimer, mais c'est la bonne chose à faire. En tout cas, plusieurs personnes perçoivent que c'est la bonne chose à faire. Donc, il y a une question au-delà de la question d'argent, c'est la question humaine, Voilà. puis d'éviter des désastres, puis des situations vraiment tristes où on se retrouve les deux pieds dans l'eau, puis dans la merde. Dans tous les Totalement. sens du terme. C'est ça. Oui. Bon appétit. On va prendre une dernière question pour conclure. Puis là, je vous ramène à ce... Vous vouliez en reparler, je pense, un peu. Euh, sur la justesse des choix et des orientations prises par les gouvernements, vous avez parlé de la filière batterie, notamment. Comment, ou peut-être rôle de vos organismes dans l'analyse de ces choix-là, ou est-ce qu'il y a des choses que vous... Comme, en fait, c'est quoi un peu votre perception, soit du rôle de votre organisme pour aider à une meilleure orientation, ou ce qui devrait être fait pour que les orientations prises pour combattre les gaz à effet de serre, les changements climatiques, soient mieux ou meilleures? C'est une question délicate parce que ça exigerait pour faire des choix plus éclairés, ça exigerait qu'on fasse des analyses coûts-bénéfices. Alors que mon mandat dans mon organisation, c'est de faire des analyses de coûts. Si je m'immisce dans la question des analyses coûts-bénéfices, là, j'ai déjà des aspects litigieux à mon travail. Si je vais dans les bénéfices, qu'est-ce que j'inclus comme bénéfice? D'éviter que des gens soient inondés, dans certains cas, d'éviter que le Canada soit un paria sur la scène internationale parce qu'on n'investit pas assez en défense, ou encore les coûts d'opportunité d'investir dans la filière batterie plutôt que d'autres choses. Donc, c'est une zone qui est pas mal délicate. Puis, je crois que les gouvernements devraient être capables de démontrer les bénéfices des mesures qu'ils proposent plutôt que de laisser ça à un agent indépendant du gouvernement. Déjà qu'on est là pour estimer les coûts puis les Ouais. présenter de façon objective, c'est déjà beaucoup comparativement à la situation qui existe en l'absence de ces organisations comme celle de Aide et la mienne. Puis je crois que ultimement, c'est au personnel politique, aux gens qui ont été élus, de faire ces arbitrages-là, plutôt que de nous mettre ça sur les épaules, Non. les analyses coûts-bénéfices. Il y a des choses que les politiciens sont en mesure de décider, de sentir lorsqu'ils sont élus, lorsqu'ils font campagne. Ils ont un feedback que nous, on n'a pas étant pas élus. Donc, je crois qu'on leur fournit des coûts, des analyses, puis ça, c'est un input dans leur processus décisionnel. Mais dans votre perception, il faudrait qu'il soit ajouté davantage d'analyses de retombées Ben, ou de bénéfices. L'exemple de la filière batterie, c'en est un. Ils ont promu ces investissements-là sur des études faites par un groupe qui a un intérêt à promouvoir ces affaires-là. Donc, je peux comprendre qu'il y a d'autres facteurs. Ce n'est pas nécessairement pour réduire les gaz à effet de serre. C'est pour sauver un secteur industriel qui est à risque de disparition si on ne l'aide pas à faire la transition. Mais ce que je veux dire, c'est que les gouvernements ne devraient pas se baser sur des fausses études ou des faux chiffres pour enrober quelque chose. Ils pourraient être honnêtes, puis les gens comprendraient très bien qu'ils veulent investir des dizaines de milliards ou dépenser des dizaines de milliards
pour sauver un secteur important qui est à risque de disparaître si on ne concurrence pas les Américains. Les gens auraient compris ça. Plutôt que d'aller dire « ça va se payer en dedans de 5 ans », ben, personne ne croit ça. N'importe qui sait compter croit ça. Ouais. C'est un peu de transparence. Les gens vont vous croire davantage, même si ce n'est pas aussi beau que ce que vous dites, là. L'argent ne tombe pas des arcs-en-ciel. Tout le monde sait ça. Donc, vous pouvez être honnête, un peu plus rigoureux, puis les gens vont embarquer quand même. On va retenir la nécessité de transparence, finalement. Quelque chose à ajouter, M. Cromé? Peut-être seulement que l'étude, c'est un premier pas. Il y a beaucoup de façons que ça peut être amélioré. Et oui, c'est tout. Je pense que notre temps est écoulé. Non, on est très, très bon. Merci infiniment pour votre participation, pour les présentations, pour nos échanges.